Bonjour Anna. Bonjour Cécile. Oh, écoute, ça me fait toujours chaud au cœur de recevoir un nouveau praticien, une nouvelle praticienne pour Soul Éphéméris, le podcast. Donc, merci d'être avec moi. Ça me touche. Écoute, gratitude pour moi. Je suis ravie de ce podcast et je suis ravie de pouvoir expliquer aux auditeurs le merveilleux métier que je fais, qui est le métier de Tanadoula. Tu peux nous expliquer un petit peu en deux mots quelle est ton activité? Ce mot de Tanadula, peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Oh, peut-être que presque personne ne le connaît. Ah. Tanadoula, c'est un mot qui vient en fait de l'anglais à la base. On appelait ça les deaf doulas. C'est né dans les années 60, il me semble. Et Tana, ça vient de Thanatos, la mort. Et doula, peut-être que les auditeurs connaissent les doulas de naissance. C'est un peu comme des sages-femmes qui accompagnent la naissance d'un enfant. Eh bien, en tant que Tanadoula, j'accompagne la naissance de la mort. C'est un exercice très vivant. Il y a Oui. beaucoup de vie dans cet accompagnement et dans ce dernier passage. Ok, bah, très bien. Alors dis-moi, vraiment, je suis curieuse de savoir comment cette méthode ou cette activité s'est invitée dans ta vie. Euh, c'est certain que je ne pense pas que petite fille, on se dit un jour, quand je serai grande, j'accompagnerai la mort. Ça se présente pas comme ça. Et pour autant, c'est dans la petite enfance que cette vocation s'est invitée. En repensant à ce qui m'amène à ça, je crois que je dois remonter jusque-là, dans des expériences de vie traumatisantes, des traumatismes d'enfance. Je pense que j'avais 4 5 ans peut-être, où j'étais étouffée en fait. C'était des violences durant lesquelles j'étais étouffée. Je passais du sommeil à je manque d'air. Et de fait, je partais dans différents champs de conscience. Je faisais des allers-retours dans différents plans. Et ces allers-retours ont ouvert des chemins en moi qui me permettent aujourd'hui d'avoir cette capacité à voyager dans d'autres champs de conscience. Je dirais que ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qu'à un âge où on découvre plutôt la vie, j'ai découvert de façon non consciente que la mort était très présente et que la vie et la mort dansent ensemble. Euh, et j'ai oublié tout ça pendant très longtemps. Mais lorsque je regarde maintenant en tant qu'adulte, la capacité que j'ai à me sentir extrêmement à l'aise avec cette notion de mort, je pense que on peut le relier à cet épisode-là, à ce premier épisode. C'est Comme une danse, en la fait. première pierre. Comme une Pardon? danse, en fait. C'est ça vraiment que tu as Exactement. ressenti, même inconsciemment, tu as ressenti cette danse entre la vie et la mort, en fait, à l'adolescence, c'est ça? J'avais 4 5 ans. Ah oui, À ça, la quand tu étais petite, oui, ok, ok. Ça, c'était Oui, quand j'étais premier petite, et point. puis après, j'ai laissé toute une vie se D'accord, passer d'accord. avec un parcours traditionnel en entreprise. Je suis quand même devenue sophrologue vers les 40 ans. Hmm. Euh, et c'est amusant parce que quand on pense que j'ai manqué d'air, je m'étouffais. Et la sophrologie, c'est apprendre à respirer. C'est bien plus que ça, hein. C'est une méthode où il y a de la visualisation, de la respiration, il y a des mouvements. Mais j'observe avec un petit sourire quand même que la première chose que je dis lorsqu'on vient me voir en tant que sophrologue, c'est respirer. C'est précisément ce dont j'ai manqué à certains moments. Donc sophrologue en entreprise principalement pendant longtemps. Et puis après, je me suis formée au massage euh, parce que
pas tout le monde est en capacité de s'exprimer, de parler, d'aller plonger à l'intérieur de soi et d'aller exhumer des expériences de vie qui vont être traduites par des mots. Euh, mais le toucher, donc le massage, c'est une autre façon euh, d'aller à la rencontre de la personne. Et j'ai eu la chance de me former avec Cécile Durin, euh, qui nous encourageait ou nous amenait en forêt et nous observions le vent, la rivière, on touchait l'écorce des arbres, on touchait la terre pour avoir cette forme de toucher intuitif en fait. Et à l'heure actuelle, c'est plus, on appelle ça du toucher relationnel hein, pour les personnes seniors ou en fin de vie. C'est plus des massages, c'est beaucoup moins dynamique, beaucoup plus subtil. Euh, mais se toucher tout en écoute et tout en douceur, euh, je peux aller dans cette voie-là grâce à cette formation. Et puis après, j'ai accompagné une amie de mes parents, une amie de la famille qui avait un cancer. Euh, Elle était à Île-aux-Marins, elle n'était pas loin de mon cabinet ici à Valoris. Et j'allais la voir et je l'ai accompagnée avec la sophro, avec le toucher justement, parce que moi je suis arrivée avec toutes mes méthodes de respiration. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'être touchée. Parce que quand on est malade ou quand on est en fin de vie, le seul toucher que l'on reçoit, c'est un toucher médical ou un toucher pour l'hygiène corporelle. Et d'être massé avec une intention qui vient du cœur, hein, la main c'est le prolongement du cœur, pour elle, ça la restituait dans une forme de dignité, on va dire. Et j'ai pu constater que c'était OK pour moi d'accompagner un corps qui se délite, qui s'abîme, euh, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc, ça a été un immense enseignement que cet accompagnement-là, euh, qui a ouvert la voie après sur mon envie de proposer mes services au pôle santé Azur à Valoris. Euh, et c'est là où, depuis un peu plus de 5 ans, j'interviens 2 fois par semaine. Dans ce cadre, Avec des personnes en fin de vie ou même d'autres personnes peuvent profiter de tes services? Comment ça se passe? eh bien, tout cela, mon capitaine, effectivement, je me suis spécialisée sur la fin de vie. Les personnes que j'accompagne, je vais les accompagner jusqu'à la fin. Mais dans ces personnes-là, il y en a qui sont autonomes, qui ont toute leur tête, qui peuvent se déplacer. Certaines sont grabataires, euh, mais ont encore toutes leurs facultés. Et d'autres sont dans des pathologies plus lourdes et plus invalidantes, comme Parkinson, Alzheimer, Charcot, Huntington, voilà, ce genre de pathologie où ben là, je dirais, le raisonnement n'a plus sa place. La parole est importante, mais Mm. c'est plus subtil, c'est un accompagnement plus subtil que ça. Et j'ai voulu aller encore plus loin dans cette exploration et je me suis formée au métier de Tana Doula, d'où la phrase Mm. d'introduction. Et Tana Doula, je l'ai fait avec Marie-Christine Laville, qui est à l'école Institut Deuil et Doula de fin de vie, qui est une merveilleuse formation d'environ 9-10 mois. Et là, bah, j'ai découvert que j'étais une Tanadoula, puisque c'est ce que je faisais de façon peut-être plus intuitive, mais depuis des années. Euh, j'ai appris plein de techniques, plein de jolies choses. Et en même temps, j'ai aussi appris que
le, le seul enseignement que je garde de tout ça, c'est l'accompagnement cœur à cœur. Parce que toutes ces techniques merveilleuses de toucher, de chant, enfin tout ce dont je vais parler plus tard, c'est très important. Mais s'il n'y a pas la capacité d'ouvrir son cœur, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc c'est cette voie-là, cette posture de la doula qui me semble vraiment le plus important à l'heure actuelle. Mais bon, Tanadoula, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait en tant que Oui, Tanadoula? ben oui. Alors, il y a les accompagnements fin de vie, effectivement, qui sont... ben là, tout à l'heure, j'avais rendez-vous avec un monsieur qui envisage cette dernière partie suite à une maladie très invalidante. Euh, et c'est à chaque fois personnalisé, c'est-à-dire que dans son cas, il a besoin de faire la paix avec sa finitude. Il a besoin de cheminer vers mettre ses affaires émotionnelles en ordre quelque part. Une autre personne, ce sera peut-être une aide au côté plus administratif. Par exemple, les directives anticipées, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Les directives anticipées, c'est quels soins médicaux je souhaite recevoir si je ne suis plus en capacité d'exprimer mes intentions. Et quelle est la personne de confiance, la personne référente que je choisis pour faire appliquer mes derniers souhaits. Donc, c'est ça, en fait, les directives anticipées. Tu Euh, peux donc aller sur l'administratif aussi. oui, tout à fait. Aider la personne à remplir ce document qui est très important. Et dans les directives que je propose, je vais vraiment dans le détail. C'est-à-dire que énoncer, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, eh bien, ça ne veut rien dire. Puisque de toute façon, c'est dans la loi. La loi prévoit que il n'y a pas, on n'appelle pas ça de l'acharnement thérapeutique, j'ai plus le nom en tête, mais la prolongation de soins de façon déraisonnable, de toute façon, c'est inscrit dans la loi. Mais par contre, je peux choisir que je suis pour ou contre une alimentation artificielle, une hydratation artificielle. Je suis pour ou contre une trachéotomie, par exemple. Donc, j'aime rentrer dans ce détail-là pour que ce soit au plus proche de ce dont la personne a besoin ou ce qu'elle pense dans l'instant. Sachant que les directives peuvent être modifiées tout le temps, à tout moment. Ce n'est pas inscrit dans le marbre. Elles peuvent être modifiées. Oui, en fait, être assez factuel, parce que c'est vrai que pour une personne lambda, bon, je pense à moi, enfin, on ne va pas imaginer tout ce qui va être mis en place pour ce prolongement démesuré ou non de la vie. Mais voilà, si on n'est pas, on fait pas partie du milieu médical, en fait, on ne sait pas. Oui, et un des objectifs, c'est de nous amener à nous poser la question, déjà. Qu'est-ce que je veux? Comment je veux mourir? Un autre point, c'est que les directives, lorsque je les écris que je suis en pleine santé, c'est pas la même chose que si je suis porteuse d'une pathologie, par exemple. Parce que quand j'écris, je sais pas, euh, je refuse une trachéotomie, on va dire. Lorsque je suis face à cette décision, lorsque la trachéotomie me permettrait de continuer à vivre, est-ce que je maintiens ma position ou est-ce que l'élan de vie va être plus fort et finalement je vais repousser les limites que j'avais préétablies auparavant. C'est pour ça que c'est important de les faire évoluer constamment, enfin constamment, de les revoir en tout cas régulièrement.
Ça veut dire que après, quand on est vraiment à l'hôpital, hein, quand on est et qu'on a dicté ces directives, est-ce qu'on peut encore les changer quand on est à l'hôpital Bien ou pas? sûr, Oui, tout le temps, d'accord, bien entendu. d'accord, Soit en reprenant un document d'origine, soit sur papier libre. On d'accord. peut tout le temps les changer. S'il y a un témoin, c'est mieux. Mais à l'hôpital, et évidemment, de toute façon, à l'hôpital, ils ont des documents hein, qui permettent de modifier ces directives, bien sûr. Un autre point important aussi, si on reste dans le côté administratif, c'est d'anticiper un peu les choses. Et je dis ça parce que j'ai perdu mon père en début d'année. Il habitait à l'île de la Réunion. Et rien n'a été décidé, rien n'a été préparé. Donc, nous nous sommes retrouvés, nous les enfants, face à plein de points d'interrogation qui continuent d'être présents à l'heure actuelle, hein. On n'est pas au bout de toutes ces démarches. Et ça laisse aussi l'espace à l'interprétation. Et lorsque nous sommes plusieurs, nous pouvons avoir des points de vue discordants. Heureusement, ce n'est pas le cas pour moi et ma famille. Mais je me suis interrogée sur ce point et j'ai vraiment touché du doigt combien la préparation, c'est un acte d'amour pour ses proches. Et j'ai rassemblé tout un tas d'informations que j'avais reçues dans ma formation. J'ai rajouté ce qui me semblait important et j'ai conçu un livret que j'ai appelé, que j'ai là, que je vais pouvoir montrer aux auditeurs, qui s'appelle le livret Mes souhaits pour après, dans lequel il y a toutes sortes d'informations. Une première partie qui concerne les informations. Alors, ça se présente comme ça, hein, des petits feuillets avec des espaces pour les personnes, pour qu'elles puissent remplir ce qu'elles souhaitent laisser, un peu comme pas vraiment un témoignage, mais une feuille de route, on va dire. Et dans toutes ces informations, il y a une partie sur la fin de vie, comment j'ai envie de terminer cette dernière partie, avec qui. Est-ce que je préfère être à la maison? Est-ce que c'est plus sécurisant pour moi d'être à l'hôpital? Est-ce que j'ai des convictions religieuses? De quoi j'ai besoin? Il y a une partie qui va concerner les obsèques. Euh, Est-ce que je préfère être enterrée? Est-ce que finalement une crémation, c'est mon choix? Les musiques que je souhaite, les fleurs ou pas, les vêtements, voilà, je vais rentrer dans ce détail-là. Euh, et une autre partie qui est vraiment administrative là, et qui est quels sont mes comptes en banque? Est-ce que j'ai des assurances? Euh, Est-ce que j'ai des mots de passe que je dois laisser? Est-ce que j'ai, je ne sais pas, un loyer, des animaux? Alors, mon père avait un très gros chien et rien n'avait été prévu et ça a été compliqué de trouver quelqu'un qui pouvait accueillir ce chien. Donc tout ça, c'est déposé dans ce livret. J'accompagne les personnes à la rédaction euh, de ce petit livret, mes souhaits pour après. Est-ce que tu rencontres des résistances justement avec ce livret ou en général les personnes où, voilà, où il y a un travail de sensibilisation peut-être, je ne sais pas. Alors, ce livret, c'est à la fois une porte d'entrée parce que dans l'acceptation de parler de la mort, quand on est en capacité de le faire, hein, déjà, c'est pas tout le monde, mais plus facilement, les personnes vont être disponibles pour parler du côté administratif. De dire, ah ben oui, tiens, c'est vrai que les directives, c'est bien, et exprimer mes souhaits pour après, c'est une bonne idée. Ce qui me permet ensuite de leur parler de l'accompagnement jusqu'à leur dernier souffle.
cette partie-là est plus délicate à, à- à appréhender pour les personnes. Parce que là on est dans du pratico-pratique, du matériel, alors que quand on commence à parler de la mort et de comment j'appréhende la mort et quelles sont mes convictions, quels sont mes souhaits, mes croyances, on est sur quelque chose qui est plus délicat, plus subtil. Mm. C'est en ça que Vas-y. Oui, oui, je disais d'ailleurs, il me semble que pour sensibiliser, tu organises des apéros de la mort ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, Voilà. oui. Alors, ça fait partie aussi du métier de Tanadoula. Il y a donc l'accompagnement fin de vie, il y a aussi le deuil. Donc, j'aide les personnes sur le chemin du deuil. Ok. Je ne dis pas faire son deuil parce que c'est pas quelque chose qu'on termine en fait. Euh, nous sommes en traversée dans cet espace de chaos qui est le deuil, de souffrance souvent. Et je les aide à traverser ces moments-là en rappelant que le deuil, même si la société voudrait que en un mois ce soit terminé, même si autour de nous on entend mais la personne, oh, elle est mieux là où elle était, là où elle est, ça fait un mois maintenant quand même, n'y pense plus, la vie suit son cours, enfin tout ce qu'on peut entendre. Un deuil, ça se compte en années, hein. Comme je dis Il y a souvent, autant de deuil que personne. le temps émotionnel n'est pas du tout notre espace-temps. Exactement. Chacun va faire comme il peut avec ses émotions. Et justement, là, je recevais une dame qui a perdu son mari il y a 2 ans et qui me dit, mais je me retrouve comme au premier jour, j'ai l'impression que c'est même encore pire qu'avant. Et c'est normal, il y a des paliers, il y a des cycles. On traverse les cinq ou sept paliers du cheminement du deuil et tout cela prend du temps. Et donc, pour revenir à ta question, effectivement, j'organise des cafés deuil euh, ici dans mon chalet avec Michel Sorrentino, qui est funéral planeur. On co-anime ça ensemble. Ce sont des espaces où chacun peut venir écouter ou bien déposer quelque chose, déposer une parole, recevoir de l'amour, puisque c'est quand même de cela dont on parle, hein, de cette ouverture du cœur, des conseils. Et ce sont des espaces que nous ouvrons une fois par mois. Un ici à Valoris, j'en anime un autre à la Côte-sur-Loup. Donc ça fait aussi partie du métier de Tanadoula. Mais il y a plein d'autres choses, hein. J'organise aussi des rituels pour les personnes, pour les transitions de vie, ou bien pour vraiment durant les obsèques. Je peux être amenée à faire des veillées funéraires aussi. Donc il y a tout, en fait, tout cet arc-en-ciel de l'accompagnement, toutes ces j'allais dire saveurs, on va peut-être pas utiliser ce mot-là, mais toutes ces particularités qui touchent au domaine de la mort. Hmm. Voilà à peu près ce qu'est le métier de Hmm. ta. Ok, merci. Et finalement, quel a été ou quel est encore ton plus grand défi? Alors, à- je serais obligée de revenir au personnel et à l'enfance. Je ne pense pas avoir eu plus grand défi que de transmuter ce qui s'est joué à ce moment-là. Et en même temps, je n'ai pas plus grand cadeau que la vie m'ait offert que ces événements-là. Hmm. Donc, si c'était à refaire, si je pouvais revenir dans ma vie, je crois que je ferais tout pareil. Hmm. Parce que ce sont ces moments-là
euh, où la vie nous enseigne comment être et comment cheminer, comment évoluer, comment transformer. Euh, et même si ces prises de conscience sont intervenues assez tard dans ma vie, hein, c'est vraiment arrivé assez tard dans mon chemin, il y a eu un avant et un après et des capacités qui avaient été initiées, hein, ces fameux allers-retours dont je parlais enfant, qui se sont ouverts et qui aujourd'hui me permettent d'accompagner avec ce côté très intuitif ou très relié, comme on dirait maintenant. Mais ça a été un défi énorme et ça le reste encore. Ça le reste encore. Je pense que il y a toujours ce que j'appelle récurer le fond de casserole, c'est-à-dire que on se dit bah tiens ça y est, ma soupe là, je vais pas la manger, c'est terminé, je la jette. Et puis finalement, j'y reviens des années après, et puis il y a un petit fond de casserole qui reste brûlé au fond là, et c'est un perpétuel changement, cheminement sur, ce que la vie nous propose. Est-ce que tu as envie de partager des choses justement sur le après qui te sont arrivées, que tu pensais pas possible dans le avant? Mm. Oui, oui, merci pour cette question. Euh, euh, alors, à partir du moment où des souvenirs ont émergé de cette partie traumatique avec cet étouffement et cette peur de la mort, parce que à ce moment-là, j'avais vraiment peur de mourir. euh, Lorsque j'ai commencé à accueillir ces souvenirs et que j'ai pu traverser et commencer à guérir ces espaces-là, euh, j'ai découvert que je pouvais ressentir cette énergie de vie, cet élan de vie qu'on appelle la Kundalini, et que cette Kundalini se réveillait, me traversait, euh, et c'est euh, et c'est précisément ce qu'on recherche dans tous ces stages néotantriques qui fleurissent un peu partout. Mais seulement moi, je n'étais pas là-dedans, donc je ne savais pas ce que c'était. Je croyais que j'étais folle. Euh, et puis, c'était quand même assez effrayant, ces manifestations d'énergie qui nous traversent, qui me traversent. Et ça a ouvert des guérisons, je dirais, au niveau intime. Et c'était merveilleux de partir d'aussi loin, je dirais, d'un passé plus traumatisant à une sublimation dans ce domaine-là. Mais également, quand on a cette capacité ou quand on peut accueillir cette énergie, quand cette Kundalini se réveille, c'est aussi un point de reliance avec l'univers et avec la capacité à communiquer avec d'autres entités, je dirais. Et la façon dont ça s'est matérialisé pour moi, c'est que euh, lorsque je conduisais, je communiquais avec une sorte de guide. Et évidemment, moi, je me suis dit, ma chérie, ben voilà, tu es en train de gâtouiller. Donc, je demandais tout le temps des preuves. Et je voulais pas des plumes hein, ou des trucs comme ça. Donc, j'avais besoin de preuves. Et je me souviens, par exemple, euh, j'avais dit, bon, ben voilà, si tout ce que j'entends est vrai à l'intérieur de moi, si cette conversation, je ne suis pas juste en train de l'inventer, je veux vraiment une preuve en béton armé. Et j'arrive dans un magasin que je connaissais pas, je voulais faire réparer un blouson. Je rentre dans le magasin et je m'entends dire, mais euh, avec horreur, il n'y avait pas d'autre mot. Bonjour madame, ne vous inquiétez pas, euh, vous allez trouver des méthodes, des médecines alternatives et rapprochez-vous de votre fille.
qui pourra vous aider. Aussitôt lâché, je me suis confondue en excuses et elle, les larmes aux yeux, m'a dit, mais j'ai un cancer, ma fille n'est pas encore au courant et j'hésitais à la contacter et je ne voudrais pas aller dans une médecine allopathique traditionnelle ou pas. Là, je me suis dit, ok, J'ai ma preuve en béton. ça peut être une preuve en béton, mais en même temps, ces souvenirs, parce qu'il y avait presque il y avait des formes de résurgence de sensations, d'énergie, de souvenirs d'ailleurs. Euh, C'était pas facile à accueillir. Euh, j'avais pas envie d'être sur Terre. C'est pas que j'avais envie de mourir, hein, parce que j'avais mes enfants. C'était pas ça, mais je trouvais que sur Terre, c'était très dense, très lourd, très. Et j'avais vraiment pas envie d'être là. Je trouvais que c'était mieux ailleurs. Et je me souviens d'un moment où je conduisais sur l'autoroute. J'étais à 130, donc je n'étais pas en speed limit, mais j'étais en train de me plaindre intérieurement, de me dire, mais voilà, sur Terre, et j'entends, tu veux sortir comme une voix à l'intérieur de moi. Tu veux sortir, choisis maintenant. Tu veux sortir. J'ai compris que si j'avais dit avec mon cœur, ben oui, je veux sortir, j'aurais probablement eu un accident. Mais finalement, comme on se plaint beaucoup, mais évidemment, j'ai dit, bah non, non, non. Que l'élan de vie, il est plus fort. Et c'est ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est que parmi celles qui me disent, oh, mais euh, si mon état se dégrade, j'ai envie de mourir. Et finalement, elles peuvent plus marcher et elles me disent, bon, d'accord, je peux plus marcher, mais si je peux quand même me relever et m'asseoir dans mon lit, ça va. Et puis finalement, elles ne peuvent plus faire ça. Bon, d'accord, mais si j'arrive quand même à regarder la télé, bon, ben ça ira. Et on observe que l'élan de vie, il est plus fort que tout. Et donc, c'est ce qui m'a pas sauvée, mais enfin, en tout cas, c'est la voie que j'ai prise à ce moment-là. Oui, et que tu peux en plus vraiment comprendre et entendre chez les personnes que tu accompagnes. Oui, tout à fait. Il y a ceux qui énoncent qu'ils aimeraient partir et pour qui je ressens que c'est pleinement là, que c'est pleinement acté et incarné, et ceux pour qui c'est un chemin. C'est pas encore. Finalement, la vie est précieuse, et c'est ce que je dis, on est vivant jusqu'à notre dernier souffle. La vie, elle est présente, précieuse, sacrée, jusqu'au. Et hop, on est parti Mhm. ailleurs. Oui, d'ailleurs, on l'a pas dit, donc on le dit pour nos auditeurs et auditrices. En fait, tu as ta société, ça s'appelle La Grâce du La Dernier. grâce du dernier souffle, c'est l'association, là, je l'ai créée Ah, une association. c'est une association que j'ai créée là en début d'année euh, euh, et qui s'appelle La Grâce du Dernier Souffle parce que c'est dans ces derniers instants euh, que ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut avoir une ouverture du cœur et une compréhension qui nous permet d'accueillir la lumière, l'amour et de partir avec un petit peu plus de paix. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a justement des personnes qui ont nourri ton cœur, qui t'ont inspiré pour ce chemin-là, ou dans ta vie, tout simplement? Je pense pas que ce soit des personnes. Euh, je dirais plus des lectures. Et la première lecture qui m'a vraiment interpellée, je pense que je devais avoir 23 ans, j'étais aux États-Unis, et c'était Richard Bach qui a écrit, qui est connu pour Jonathan Livingston Seagull, donc c'est Jonathan Le Goéland. Mhm. Euh,
que j'ai lu mais que j'ai pas particulièrement aimé, donc je ne parle pas de ce livre-là. Je parle du livre qui s'appelle Illusion, message d'un Messie récalcitrant. Et il a écrit d'autres ouvrages après, Un pont vers l'infini et One, je ne sais plus quel est le titre en français. Et ce que j'ai adoré, c'était la vision qu'il avait de lignes intemporelles et de comment on peut modifier sa vie, enfin comment notre vie est modifiée en tout cas en fonction des choix que nous faisons et combien il y avait cette perpétuité de vie qui s'enchaîne et dans lesquelles nous revenons encore et encore. Et c'était la première fois que je me suis dit, tiens, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être plus grand que moi, il y a peut-être plus grand que cette vie. Ça a été extrêmement important. Ça a ouvert, en tout cas, quelque chose chez moi. Et après, évidemment, plein de lectures passionnantes. Je dirais peut-être que la dernière en date, ce serait Les 5 invitations de Frank Ostaseski, qui est un médecin en soins palliatifs, qui est un ouvrage pas uniquement à lire quand on est en fin de vie, et même je le conseille bien avant. Pour moi, c'est un livre de chevet, une philosophie de vie, et un des points que j'aime beaucoup, il parle de l'impermanence. Pareil, c'est encore un sujet super à la mode, on n'a rien inventé. Être dans le moment présent, ce sont des notions qui sont connues. Et en même temps, accueillir l'impermanence, c'est comprendre que rien ne dure dans cette vie. Tout naît, croît et meurt. Nos cellules, le temps, notre métier, notre santé, notre jeunesse, et que nous passons notre vie à faire un tas de petits deuils. Et que si j'accepte cette impermanence maintenant, lorsque je serai sur la dernière partie de ma vie, lorsque je sentirai l'élan vital me quitter, plutôt que d'être en résistance, je vais pouvoir me laisser glisser vers l'acceptation puisque j'aurais déjà été, j'aurais déjà dansé avec cette idée de l'impermanence. Ça paraît simple quand c'est dit comme ça. En fait, c'est super difficile. Mais c'est une notion qui me tient, qui me nourrit énormément à l'heure actuelle. Donc, je Oui, dirais plus des ouvrages que des personnes. oui, je dirais même que, enfin, toi, tu es vraiment en contact avec le passage, le dernier passage, on va dire, ce qui fait que cette notion d'impermanence, elle est beaucoup plus prégnante, beaucoup plus présente que nous qui habituellement mettons un voile de l'illusion très grand. Voilà, enfin, vraiment, c'est tellement humain de se dire je vais pas mourir demain, je vais pas mourir ce soir, je vais pas mourir. Bien sûr, et comme je dis toujours, parler de la mort n'a jamais tué personne, hein. Oui, oui, Au tout à contraire, fait, tout à au fait. contraire. Si je tiens la mort à distance, enfin si je suis dans le déni, si je ne veux pas regarder dans la direction de la mort, je ne goûte pas pleinement au sacré et au précieux de la vie. De l'existence. C'est parce que je sais qu'il y a ce passage, et dans mon cas, chacun ses croyances, dans mon cas, ce n'est qu'un voile hein, que je traverse. C'est parce que je sais que mon voyage a une fin, que je peux vivre pleinement tout ce qui m'arrive, y compris les expériences plus exigeantes. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas sensibilisé à cette thématique-là de la mort qu'il ne faut pas lire cet ouvrage magnifique. Oui, 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 ça, j'ai bien Peut-être entendu. Je nous pense que
les Cet auditeurs et les ouvrage ou auditrices. d'autres, hein, il y a évidemment Christophe Fauré, Marie de Henzel, il y en a plein d'autres, hein, qui ont écrit sur le sujet. Il y a les livres de Valérie Seguin, les films de Valérie Seguin aussi, dont le dernier volet, L'âme 2, sort en ce moment et elle sera dans notre région au mois de juin. Oui, Pareil, rappelle le les miroir. titres rappelle les titres des documentaires. Alors, elle a fait Et si la mort n'existait pas, qui est son premier film. Elle a, elle a posé la question à la communauté scientifique. Donc, c'est vraiment l'avis des scientifiques sur la question. Le deuxième, c'est Et si la mort n'était qu'un passage, où là, ce sont plutôt des acteurs du métier, des infirmiers, des médecins, des thérapeutes qui donnent leur avis sur la question. Après, il y a L'âme, et il est sorti L'âme 2, que Mhm. j'ai hâte de voir bientôt, Oui, au oui, oui. Moi, mois de j'ai vu juin. l'âme. Les deux autres, je crois pas. Mais bon, on peut les trouver sur YouTube ou pas ou... YouTube ou sur ton site, Valérie Seguin, je ne l'ai plus en tête, mais si vous tapez Valérie Seguin, vous tombez Oui, sur son site. oui. Je crois que c'est Oui, c'est bon, c'est valerieseguin.fr ou quelque chose comme ça. C'est très simple à bon. trouver. Puis je le mettrai peut-être en description Oui, aussi, oui, c'est une en bonne idée. accompagne. J'avais eu la chance d'intervenir au terme de la projection d'un de ses films, Et si la mort n'existait pas, et de participer avec elle aux débats qui ont lieu après la projection des films. C'est vrai que sont des notions très intéressantes. Elle, c'est une réalisatrice voilà, qui a eu parlé une expérience personnelle au décès de son papa, qui n'était pas du tout là-dedans, du tout, et qui s'est ouverte à ces notions-là. Donc, elle enquête de façon rigoureuse et presque scientifique sur ces sujets-là. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, je peux te demander ce qui te tient le plus à cœur, mais je crois qu'on en a déjà un petit échantillon auparavant. Mais vas-y, dis-moi ce qui te tient le plus à cœur. Lorsqu'on traverse le voile, euh, c'est important de s'y préparer déjà à ce passage. C'est important de comprendre ce qui va se passer. Si on a cette croyance qu'il y a une conscience au-delà de notre corps. Voilà, si vous n'êtes pas dans cette croyance-là, vous arrêtez l'enregistrement, vous ne m'écoutez plus. Si par contre vous pensez que la conscience survient à notre corps, restez avec nous. Parce que quand on meurt, on va voir, en fait, on va se retrouver comme au plafond, on va voir son corps. Et si on n'est pas préparé à ça, si on ne l'a pas entendu au moins une fois, ça peut être particulièrement dérangeant, effrayant, déstabilisant. Et ensuite, souvent, il y a une lumière ou un tunnel ou des personnes que l'on connaît qui viennent nous chercher et on va se laisser glisser vers cette lumière. De l'autre côté, alors tout ce que je raconte, évidemment, c'est intuitif et ce que j'ai pu canaliser, ce que j'ai pu lire, ça n'engage que moi. Évidemment, je vous raconte ce en quoi je crois. De l'autre côté, nous allons répondre à trois questions principales qui tournent autour de l'amour, évidemment. C'est comment j'ai aimé, comment j'ai aimé les autres, comment je me suis aimée et comment j'ai participé à l'amour universel. Et c'est ce que j'appelle la nuit noire de l'âme. C'est quand notre âme va reprendre le fil de notre existence et regarder toutes les fois où j'ai manqué d'amour, ou bien j'ai été blessée, ou comment moi j'ai blessé les autres de façon volontaire ou non. Et notre âme va faire cette revue de presse, en quelque sorte, euh, pour euh, capter, pour euh, euh, goûter, en fait, aux différents enseignements qui ont lieu dans cette vie et comprendre ce qui n'a pas pu être assimilé durant cette vie-là. Donc, cette notion d'amour,
elle est vraiment capitale pour moi et pour tout le monde. Et pour tout le monde, parce que on parle de autre chose qui me tient à cœur. On parle des missions de vie. Quelle est ma mission de vie? Super à la mode aussi, ça. Bah, j'ai un scoop hein, pour nos auditrices, auditeurs. On a tous la même. Il y a une seule mission. C'est pour tout le monde pareil. L'amour. Par contre, mais oui, l'amour, c'est la structure de l'univers. C'est ce qui fait que tout est. C'est la vibration qui fait que tout existe autour de nous. Sans cette vibration, la matière n'existerait pas. Donc, ma mission de vie, ta mission de vie et celle de tout le monde, c'est de faire cette expérimentation-là. Bien sûr que pour moi, ça se traduit par, parce que j'ai passé une moitié de mon existence à n'avoir aucune idée de ce que voulait dire aimer réellement, et être plutôt égoïste. Et heureusement, une deuxième partie où je me suis un peu plus ouvert à cette notion. Mais pour quelqu'un d'autre, ce sera comment, en dépit d'une vie avec zéro amour, je n'ai pas du tout été aimée, comment j'arrive quand même à m'aimer moi-même, ou comment avec une maladie très invalidante, j'arrive quand même à rester dans la bonté, dans la gratitude avec les personnes qui sont autour de moi. Tout revient, toutes les questions, quelle que soit la question, il y a une seule réponse. Amour. Merci. C'est vraiment, enfin, je pense que nos auditeurs, nos auditrices le ressentiront vraiment parce que je bois tes paroles en fait. Et ça fait des choses à l'intérieur. Ben, Plein on, d'amour qui passe là. c'est ça, on me demande souvent comment tu accompagnes les personnes, surtout les personnes en fin de vie. J'entends très souvent oh, j'ai pas su quoi faire, j'ai pas su quoi dire pour la fin de vie ou pour le deuil. Et bien sûr, connectez-vous connectez-vous à votre cœur, ouvrez le cœur. Avant d'entrer dans une chambre, ce que je vais faire, je vais prendre une inspiration, je vais me recentrer, je vais me déposer dans le cœur. Ensuite, je vais entrer. Avant de parler, parce qu'on a toujours envie de dire plein de choses à la personne qui va partir. On veut lui dire tout notre amour, plein de messages. Mais c'est peut-être pas ce dont elle a besoin. Et de rester dans un silence de cœur à cœur, simplement laisser la personne nous dire de façon verbale ou intuitive ce dont elle a besoin. Ça, c'est précieux. Poser une main, simplement sur une main, sur une épaule, avec une intention de rassurer, d'accueillir, chanter. On n'a pas parlé du chant intuitif. J'adore, j'adore. Le chant intuitif, on terminera peut-être là-dessus. Mais ce que j'appelle le langage de lumière, vous pouvez tous le faire. Parfait exercice. Moi, j'aime bien faire ça dans la voiture. Mais ce sont des vibrations, des onomatopées qui ne veulent rien dire. Les enfants font ça super bien. Et qui vont véhiculer une vibration, une intention. Je l'utilise beaucoup pour les personnes en fin de vie parce que les mots ont une charge émotionnelle et n'ont pas le même sens pour tout le monde. Et ça peut fermer un mot, ça peut ouvrir des espaces ou ça peut fermer. Et quand je parle derrière le voile, évidemment, ça peut être anxiogène pour une grande, enfin en tout cas pour certaines personnes. Donc, je le chante avec des mots. Alors, où je le chante, où je le parle, ça peut être quelque chose comme ça, qui est ma vibration. La tienne, elle sera autrement. Et j'encourage tous nos éditeurs, à faire cette expérience sous la douche ou dans la voiture, et de laisser sortir des sons, et vous verrez combien ça fait un bien fou au corps, au cœur, à l'âme.
ça fait partie de l'amour toujours. Merci Anna, merveilleux, merveilleux. Alors, on va peut-être revenir à des choses plus concrètes. Est-ce que tu as une actualité pour l'année 2025 et début 2026 ou voilà, comment va se passer, comment va se dérouler ton année? Euh, Plein de projets. Certains verront le jour cette année, d'autres pas. L'association va prendre de l'ampleur avec d'autres personnes. Nous allons créer une formation pour pouvoir accompagner justement les personnes fragilisées ou en fin de vie. Donc là, on en est au tout début, mais c'est quelque chose qui devrait voir le jour cette année. Poursuivre les cafés deuil, continuer à créer ces espaces-là. Peut-être favoriser la projection de films dans les villes, peut-être ceux de Valérie Seguin, peut-être d'autres films pour sensibiliser le grand public à poser un autre regard sur la mort qui va devenir la prise en charge de la vieillesse, ça va devenir un enjeu sociétal d'ici une dizaine, quinzaine d'années. Ensuite, j'aimerais, et pour l'instant, ce n'est pas encore fait, créer des espaces de parole pour les aidants, les proches aidants, parce que on n'en parle pas assez. La plupart ne savent pas qu'ils sont aidants. C'est 30% d'entre eux partent, décèdent avant la personne qu'ils accompagnent, qu'ils aident. Donc, je voudrais offrir, peut-être, je suis en train de réfléchir, peut-être en Zoom, parce qu'ils n'ont pas toujours l'espace-temps ou la capacité de se déplacer. Donc, je voudrais créer ces espaces-là. Après, j'aimerais aussi, et ça, je vais le mettre en place au printemps, créer des balades pour les cœurs endeuillés. Voilà, je crois que je les appeler comme ça. C'est tout simple. On va partir 1 heure et demie, se promener dans la nature, la Valmasque ou ailleurs, avec des personnes qui ont la même thématique, qui ont les mêmes épreuves de vie, regoûter aux petits miracles de la nature, des balades pieds nus aussi. C'est quelque chose que j'adore faire, une balade pieds nus. Donc ces balades-là, elles vont, dès qu'ils commencent à faire un peu meilleur, je proposerai peut-être une fois par mois pour commencer ces balades-là. Et peut-être pas cette année, mais début d'année prochaine, j'aimerais proposer une sorte de, c'est pas un stage, mais c'est une retraite pour personnes en deuil ou personnes en fin de vie. Ça peut être les deux d'ailleurs si elles sont suffisamment vaillantes, mais une petite semaine pour se reconnecter à l'essentiel, à qui l'on est, pour regoûter, aller revisiter ces espaces perdus, oubliés, abîmés. Bon, voilà, il y en a plein d'autres, mais Bien, bien, merci. Quel beau programme. Merci Anna de nous avoir donné tout plein d'amour. Enfin, moi, personnellement, je l'ai vraiment ressenti dans le podcast. Donc, un grand, grand merci pour ta présence avec moi. merci à toi pour cette opportunité. Merci à ceux qui vont écouter ce podcast. Oui, merci à vous, Toujours un grand auditeurs. bonheur de parler de cette thématique sur laquelle je suis assez intéressable. Au revoir et à bientôt, au prochain podcast pour nos auditeurs et auditrices. Et puis là, il y aura aussi quelques petits extraits vidéo de Anna et de notre podcast sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez envie, on va extraire des morceaux choisis. Au revoir, Anna. Merci Cécile, au revoir à tous.